Nous allons donc terminer cette journée par la présentation de premiers résultats donc de cette étude qui est menée dans la cohorte Constance et qui s'intéresse plus particulièrement aux liens entre le travail de nuit et les risques cardiovasculaires. Alors, effectivement, même si de nombreux progrès ont été réalisés au cours des dernières décennies, l'impact en termes de mortalité et de morbidité des maladies cardiovasculaires reste majeur, d'autant qu'elles concernent des populations qui sont encore en activité professionnelle. Alors, ces maladies sont déterminées par de nombreux facteurs. À titre d'exemple, par exemple, des facteurs de risque personnels tels que l'âge, le sexe, les antécédents familiaux, le tabagisme, la consommation d'alcool, le stress, la sédentarité, mais également des conditions de santé telles que le diabète ou l'hypertension artérielle, l'obésité et le surpoids, ainsi que les dyslipidémies. Alors, dans mon introduction, j'ai oublié de le préciser, mais vraiment, votre étude, c'est le lien entre les maladies cardiovasculaires et le travail de nuit. C'est ça. Donc c'est pour ça que je fais un petit rappel sur les enjeux autour des maladies cardiovasculaires. Alors ces facteurs de risque personnels sont nombreux. Leur poids dans l'explication de la survenue de ces maladies est majeur. Cependant, il n'explique pas, ces facteurs, l'excès de risque cardiovasculaire. Et d'autres facteurs, professionnels en particulier, sont questionnés. C'est le cas du travail de nuit. Alors, on a évoqué ce matin l'évaluation des risques sanitaires liés au travail de nuit, liés à l'avis ANSES qui était paru, donc le rapport d'expertise qui est paru en 2016. Donc, je vais pas refaire évidemment la synthèse de ce rapport. Je voulais juste ici faire un focus donc, sur les troubles métaboliques et les maladies cardiovasculaires. Préciser que l'avis ANSES en fait, se basait sur à la fois les preuves issues de la littérature épidémiologique, mais également des preuves issues des études expérimentales menées chez l'homme ou chez l'animal. Alors, concernant plus particulièrement les troubles métaboliques et les maladies cardiovasculaires, en fait, le rapport d'expertise collective donc, a conclu à un effet avéré du syndrome du travail de nuit sur la survenue de syndrome métabolique. Et cet effet avéré s'explique en particulier par le fait qu'on a suffisamment d'éléments de preuve issus de la littérature épidémiologique pour conclure à un effet. Pour d'autres troubles métaboliques ou maladies cardiovasculaires, tels que l'obésité, le surpoids, le diabète de type 2, ou encore les maladies coronariennes telles que les ischémies coronaires ou l'infarctus du myocarde, cet effet du travail de nuit est probable. Il s'explique, cette probabilité, par le fait que les éléments de preuve fournis par les études épidémiologiques restent limités. Enfin, d'autres encore, tels que les dyslipidémies, l'hypertension artérielle ou les AVC ischémiques, le travail de nuit a un effet possible sur la survenue de ces troubles ou maladies. Et ceci s'explique majoritairement par le fait que les études épidémiologiques disponibles pour cet avis d'experts ne permettaient pas de dire s'il existait effectivement, s'il y avait des éléments de preuve en faveur d'un lien entre le travail de nuit et ces critères de santé en particulier. Alors, à la suite de ce rapport, et notamment pour les futures études épidémiologiques sur le sujet, donc le rapport d'expertise a préconisé un certain nombre de recommandations, et notamment en termes de caractérisation, vous l'avez dit en introduction, de caractérisation trop imprécise de l'exposition au travail de nuit. Car effectivement, les études qui étaient disponibles lors de cet avis d'experts en termes d'exposition au travail de nuit, donc, étaient trop imprécises, notamment en termes de définition du travail de nuit. Qu'est-ce qu'on entend par travail de nuit ? Quelle est l'heure de début ? Combien de nuits ? Combien de nuits successives ? Est-ce que c'est en alternant ou est-ce que c'est en fixe ? Et donc aussi sur les différents types de travail de nuit. Donc les études en fait, sur lesquelles se sont basés cet avis d'experts, finalement mélangeaient
au sein d'une même modalité travail de nuit, travail posté, des organisations vraiment très, très différentes. Une deuxième limite souvent rapportée dans les études épidémiologiques était la faible prise en compte des facteurs qui peuvent influencer la relation. On l'a vu, les facteurs sont multiples pour la survenue des maladies cardiovasculaires et pour pouvoir documenter correctement le lien entre un effet du travail de nuit et ces maladies, il faut pouvoir tenir compte d'un certain nombre de facteurs et notamment, on l'a vu, la question du sommeil, la question de l'alimentation et de l'activité physique. Donc ces deux grands types de limites qui ont été mis en évidence par ce rapport d'expertise a finalement conclu au fait que les éléments de preuve issus de la littérature épidémiologique étaient limités, voire insuffisants, pour pouvoir conclure à un effet du travail de nuit sur les maladies cardiovasculaires, les troubles métaboliques et maladies cardiovasculaires en particulier. Et notamment, on l'a vu, il subsiste encore donc des incertitudes sur le lien entre travail de nuit et troubles hypertension artérielle, par exemple, ou AVC ischémique. Donc, pour les études épidémiologiques futures, donc, avoir une meilleure caractérisation de l'exposition au travail de nuit et pour pouvoir documenter de manière plus précise les effets du travail de nuit sur les maladies cardiovasculaires. Donc c'est dans ce contexte que l'INRS a mis en place une étude sur le travail de nuit et les maladies cardiovasculaires, en collaboration avec des équipes INSERM, le CHU de Toulouse, et l'équipe Constance, une équipe INSERM de Paris, pour pouvoir répondre à cette question de l'effet du travail de nuit dans la survenue des maladies cardiovasculaires ischémiques. Alors avant de rentrer dans le détail des résultats et de notre étude, un petit point sur la cohorte Constance, qui sert pour la réalisation de cette étude. La cohorte Constance, c'est un peu plus de 200 000 volontaires qui ont accepté de participer dans une étude au long cours, en fait, et qui permet, par différentes modalités de recueil, de pouvoir aller documenter les liens entre une exposition, qu'elle soit d'origine professionnelle ou non, et des critères de santé. Alors, plusieurs modalités de suivi sont mises en place au sein de cette cohorte, afin donc de documenter les liens entre la santé et des facteurs d'exposition. Le premier, c'est au moment de l'inclusion. Alors, ça figure en vert sur le graphique. Donc, au moment de l'inclusion des volontaires dans la cohorte Constance, ils devaient remplir un questionnaire qui renseignait sur leur mode de vie et sur différents aspects relatifs à leur santé. À l'inclusion également, les volontaires étaient interrogés sur leur emploi actuel, mais également l'ensemble de leur carrière professionnelle. On a pu ainsi, grâce à ce recueil, reconstituer l'ensemble de la carrière professionnelle pour les volontaires, donc alors un peu moins de 200 000 volontaires pour la carrière professionnelle. Étaient également ajoutées à ces questions sur les emplois des questions sur les expositions professionnelles et notamment sur les horaires de travail. Une deuxième modalité de suivi dans la cohorte Constance, c'est un examen clinique qui a lieu au moment de l'inclusion et puis qui est répété tous les 5 ans et qui permet la constitution en particulier d'une biobanque. Enfin, une dernière modalité de suivi est par questionnaire. C'est un questionnaire de suivi annuel qui, là, permet de suivre dans le temps les aspects relatifs au mode de vie, à la santé et à l'emploi des volontaires. Alors, les objectifs de notre étude sont doubles. Le premier, l'objectif principal de l'étude est d'évaluer l'association entre le travail de nuit et la survenue de maladies cérébro-cardiovasculaires ischémiques incidentes. Alors, cette question, pour pouvoir répondre à cette question, nous avons mis en place ce qu'on appelle une étude cas témoins nichée dans la cohorte. C'est-à-dire qu'au sein de la cohorte Constance, nous sommes allés identifier les cas, ce qu'on appelle les cas incidents 2013-2017, c'est-à-dire des cas d'infarctus du myocarde, d'AVC ou d'angor, survenus sur la période 2013-2017. Qu'est-ce que c'est l'angor ?
Langor, c'est une maladie... je ne suis pas médecin. D'accord, mais c'est une maladie liée à ça. Oui. Donc des cas incidents, ça veut dire que ce sont des cas qui surviennent. Donc c'est des personnes qui étaient en bonne santé auparavant et qui déclarent sur la période 2013-2017 donc un infarctus du myocarde, un AVC ou un Langor. À ces cas, on décide de comparer ces cas à des témoins de même sexe, de même âge et de même catégorie socio-professionnelle. On compare leur exposition en termes de travail de nuit et ainsi on peut répondre à la question de savoir si le travail de nuit a une incidence sur la survenue de ces maladies. On a estimé qu'il nous fallait 500 cas à parier à 1500 témoins pour pouvoir répondre de manière épidémiologique, statistique à cette question. Pour ce faire, on l'a dit, on l'a vu un petit peu ce matin, je l'ai rappelé juste à l'instant. La caractérisation de l'exposition au travail de nuit n'est pas suffisante pour pouvoir déterminer l'effet propre du travail de nuit sur ces maladies. Nous avons donc développé un questionnaire ad hoc pour mesurer spécifiquement cette exposition au travail de nuit durant la carrière professionnelle, notamment en se basant sur les recommandations de Steven et collaborateurs en 2011, donc de l'IARC, International Agency of Research on Cancer. Donc nous avons construit la mesure de l'exposition au travail de nuit sur ces recommandations et notamment avoir des informations sur l'heure de début, sur l'heure de fin, le nombre de nuits successives, le nombre de repos successifs, le sens de rotation, et afin de documenter le plus précisément cette exposition au travail de nuit. Donc là, vous allez avoir une vision très précise là, sur ces 500 cas, 500 personnes. Vous allez avoir une vision très précise de la manière dont s'est organisé ce travail de nuit. Exactement. Ouais. Et on cherche... C'est précieux parce que c'est le genre de choses auxquelles on n'a pas accès habituellement. C'est ça. C'est compliqué parce qu'il faut effectivement recueillir l'ensemble de ces informations sur l'ensemble de la carrière professionnelle, qui peut avoir duré... une quarantaine d'années, qui peut être très longue, et donc faire appel aux souvenirs des participants pour recaractériser les horaires de travail auxquels ils ont été confrontés dans le passé, c'est pas forcément simple. Ouais. Dans le cadre de cette étude, on vise la fenêtre 2h-5h de travail de nuit, puisqu'on fait l'hypothèse que c'est sur cette fenêtre-là, en fait, que la désynchronisation sera majeure. Et donc notamment, ça vous intéresse, les cas où les personnes travaillaient entre 2h et 5h du matin, c'est ça qui vous intéresse particulièrement. Il faut que 500 personnes aient travaillé ? Non. C'est-à-dire qu'on considérera des travailleurs, on considérera que les travailleurs sont des travailleurs de nuit, en particulier s'ils ont réalisé 3 heures sur cette fenêtre 2h, 5h du matin. Ça, j'ai compris. Puisque c'est la fenêtre qui semble être la plus perturbatrice en termes de désynchronisation et notamment sur la production de la mélatonine. De la même manière, ce questionnaire interroge aussi sur d'autres facteurs, on l'a dit, et notamment le sommeil, le chronotype, puisqu'on a vu que c'était des facteurs qui pouvaient avoir une influence sur cette relation, et puis d'autres facteurs relatifs à l'hygiène de vie, des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, les facteurs sociodémographiques. Ce recueil est en cours, donc nous n'avons pas de réponse. On pose des questions, mais on n'a pas encore les réponses. Et donc, ce sera avec plaisir que nous reviendrons d'ici quelques temps pour vous présenter les résultats de cette étude, de cet objectif en particulier. Donc ça, c'est vraiment le deuxième volet de votre étude, extrêmement précis, sur 2000 personnes, avec une connaissance très fine, de l'exposition. Du type de travail de nuit en cause. Ça nécessite également la validation des cas qui nous intéressent, infarctus du myocarde, AVC, et donc ça nécessite du temps aussi pour pouvoir avoir tous les éléments permettant de produire des résultats, permettant d'avoir une étude, d'avoir le moins de limites méthodologiques dans la réalisation de notre étude. Elle ne sera pas parfaite, mais on essaie de réduire en tout cas. Et alors, on est dans la cohorte Constance. Constance, par ailleurs, je l'ai dit, recueille
beaucoup d'informations sur la santé, sur l'emploi, un petit peu sur les expositions professionnelles. Et donc, on a voulu regarder les associations entre différents profils de travailleurs exposés au travail de nuit, au travail posté, et des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, en attendant de pouvoir répondre à la question donc, des maladies, de l'impact du travail de nuit sur les maladies cardiovasculaires. Alors, pour définir l'exposition au travail de nuit ou au travail posté, dans Constance, au moment de l'inclusion, 2 questions sont relatives aux horaires de travail. Des horaires de travail qui vous obligent souvent à ne pas dormir la nuit, alors avec un seuil de 50 jours par an, et des questions sur le travail posté en horaire alternant. Les volontaires répondaient à ces questions et s'ils étaient concernés par ces modalités horaires, avaient la possibilité de renseigner jusqu'à 3 périodes pendant lesquelles ils avaient été soumis à l'un ou l'autre des horaires au cours de leur carrière professionnelle. Pour définir nos profils, alors on a combiné à la fois les réponses à ces 2 questions, travail en équipe ou travail de nuit, et le moment pour lequel les volontaires étaient concernés par ce type d'horaire. Donc c'est ce qu'on a essayé de représenter sur ce graphique. Ainsi, on a défini dans un premier temps les volontaires qui déclaraient être soumis à l'un ou l'autre de ces modalités horaires, donc les horaires de nuit ou le travail en équipe, au moment de leur inclusion dans la cohorte Constance. Ainsi, nous avons défini un profil de travailleurs alternant avec nuit s'ils répondaient oui aux 2 questions, donc les horaires de nuit, ils étaient concernés par les horaires de nuit et ils travaillaient en équipe. Les alternants sans nuit étaient les volontaires qui, au moment de l'inclusion, travaillaient en équipe mais ne travaillaient pas de nuit. Enfin, les volontaires qui, au moment de l'inclusion, déclaraient des horaires de nuit mais ne déclaraient pas de travail en équipe, ont été considérés comme des nuits fixes. Un 4e profil nous paraissait intéressant à étudier, des travailleurs qui, au cours de leur carrière professionnelle, avaient eu des horaires de nuit et ou des horaires alternants, mais qui, au moment de l'inclusion dans Constance, n'étaient plus concernés. C'est-à-dire que c'est des personnes qui étaient en horaire de jour, mais avec un passé de travail de nuit ou de travail posté. Donc, ils avaient répondu aux 2 questions. Ils avaient répondu non aux 2 questions au moment de l'inclusion, mais ils avaient des périodes au cours de leur carrière professionnelle. Donc, je viens de définir les 4 profils d'intérêt d'exposition au travail de nuit. Maintenant, passons aux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Alors, ces facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, en fait, étaient soit mesurés en centre d'examen de santé, donc au moment de l'inclusion dans Constance. Il s'agit de l'obésité abdominale et de l'hypertension artérielle. On vous a mis juste à côté, en fait, la définition de chacun des critères que nous avons considérés. D'autres critères étaient issus de prélèvements biologiques. C'était le cas de l'hypertriglycéridémie, l'hyperglycémie et l'hypo-HDLémie. Enfin, nous avons défini la survenue de syndrome métabolique si les volontaires avaient au moins 3 des 5 critères que je viens de vous présenter. Enfin, on l'a vu plusieurs fois au cours de la journée, d'autres facteurs sont importants à prendre en compte quand on étudie la relation. Il s'agit en particulier du sommeil. Donc, au moment de l'inclusion dans Constance, dans le questionnaire sur le mode de vie et la santé, 2 questions en particulier ont retenu notre attention. Une permettant de définir une quantité de sommeil inadéquate, une durée de sommeil inadéquate, donc moins de 6 heures ou plus de 9 heures. Alors, au cours de la dernière semaine. Et une deuxième question qui nous permettait de définir une qualité de sommeil, donc problème de sommeil. Et là, il y avait 4 questions sur les difficultés à s'endormir, sur le fait de rester éveillé une bonne partie de la nuit. Et donc, les volontaires étaient classés comme ayant des problèmes de sommeil s'ils déclaraient à partir de 4 jours au cours du dernier mois, s'ils déclaraient une de ces 4 symptômes, conditions, on va dire. On a considéré aussi l'alimentation déséquilibrée, le fait d'avoir une alimentation déséquilibrée et de ne pas avoir d'activité physique. Alors,
Donc, pour étudier les liens entre le travail de nuit et nos facteurs de risque cardiovasculaire, notre population d'études est réduite aux travailleurs actifs à l'inclusion dans Constance. Un peu plus de 68 000 volontaires répondaient à cette définition. 53% de femmes, avec des carrières professionnelles en moyenne de 20 ans, en activité professionnelle cumulée, et puis des volontaires qui avaient eu, au cours de leur carrière professionnelle, en moyenne 3 emplois. Donc, tout ça, ce sont les personnes qui ont été incluses dans la cohorte Constance, donc 200 000 personnes. Et l'inclusion, c'est combien de personnes? C'est quelle date, pardon? Alors, l'inclusion, en fait, pour inclure 200 000 personnes, en fait, il faut quand même un petit peu de temps. Voilà, il y a une logistique assez importante. Et l'inclusion, elle a duré 5 ans et elle s'est faite entre 2012 et 2017. Donc nous, notre population d'études, elle est restreinte vraiment aux personnes qui travaillent, puisqu'on s'intéresse au travail de nuit. Donc on étudie le lien entre des travailleurs qu'on caractérise par ces profils. Donc on a à peu près 68 000 sujets pour cette étude. Sur les 200 000, vous en avez gardé 68 000 pour ce premier volet de l'étude. C'est ça. On voit que c'est une population relativement sélectionnée, puisque pour les 2 tiers, elle appartient aux catégories socio-professionnelles des cadres et professions intellectuelles supérieures et des professions intermédiaires. Et plus de 2 tiers également à un niveau à plus que le bac comme niveau de diplôme. Donc les 68 000, je ne vais pas rentrer dans le détail des profils puisque Ève les présentera plus en détail. Donc ces 68 000 en fait se répartissent suivant les 4 profils que je vous ai décrits juste avant, et la grande majorité quand même de l'échantillon, c'est forcément des travailleurs de jour. Le travail de nuit, ça reste quand même une modalité qui doit rester exceptionnelle. Alors juste pour essayer de décrire un petit peu plus précisément la carrière professionnelle des travailleurs de nuit ou des travailleurs postés. Donc là, sur ces graphiques, vous n'avez représenté que les volontaires qui ont déclaré, à un moment ou à un autre, avoir travaillé de nuit ou avoir travaillé en horaire alternant. Alors, le graphique représente en abscisse la durée de la carrière professionnelle, donc qui part de l'année 0 à l'année fin de carrière professionnelle. Vous avez en ordonnée les pourcentages, donc la proportion de pour chaque profil. Vous avez à gauche la situation chez les hommes et vous avez à droite la situation chez les femmes. Le bleu représente le groupe des alternants avec nuit. Le brun représente le profil des nuits fixes. Le vert, les alternants sans nuit. Et enfin, le orange, les jours avec un passé de travail de nuit ou travail posté. Les autres couleurs, et en particulier le violet, ne nous intéressent pas puisque ce sont des périodes qui sont survenues après l'inclusion, donc qui sont hors champ de notre étude. Alors, ce qu'on peut dire sur ces carrières professionnelles, c'est qu'en début de carrière, donc au tout début, au temps zéro du graphique, la majorité des hommes et des femmes commencent par des horaires de jour. C'est 62% chez les hommes et c'est 54% chez les femmes. La deuxième modalité la plus fréquente au début de carrière est l'alternance en nuit, 20% chez les hommes et 33% chez les femmes. Vient ensuite l'alternant avec nuit, 11% chez les hommes et 8% chez les femmes, et enfin le nuit fixe. Alors globalement, on peut répéter le même exercice, donc on regarde la proportion pour chaque profil au temps zéro. On peut répéter l'exercice après 5 ans de carrière, après 10 ans, après 20 ans de carrière. Ce qu'on constate globalement, c'est qu'au cours du temps, la part de chaque type d'horaire reste relativement stable au cours du temps. On peut noter quand même toutefois une légère évolution dès 5 ans de carrière, c'est-à-dire que la part des hommes et des femmes qui étaient en travail de jour diminue au profit des horaires alternants avec nuit pour les hommes et au profit des horaires alternants sans nuit pour les femmes. Donc une relative stabilité dans les schémas horaires au cours de la carrière professionnelle. Ceci se confirme, alors ne prenez pas peur.
Ceci se confirme sur ce graphique-là, donc où on retrouve de la même manière, à gauche les hommes, à droite les femmes, et en abscisse la durée de la carrière professionnelle. Les mêmes codes couleurs pour les groupes, les alternants avec nuit, les nuits fixes, les alternances en nuit, et les jours avec un passé de nuit ou de travail posté. On a trié suivant les modalités de profil de travailleurs de nuit. Et là, contrairement au premier graphique où on avait une proportion, ici, chaque ligne représente le déroulé de la carrière professionnelle d'un individu. Ce que l'on peut constater, c'est que on regarde les blocs de couleurs. Si on prend en haut les alternants avec nuit, donc la couleur bleue, ce qu'on constate, c'est que les personnes qui sont dans ce schéma horaire-là vont le continuer, alors plus ou moins longtemps, certains toute leur carrière professionnelle, d'autres vont s'arrêter plus ou moins précocement. Mais ce qu'on peut voir, c'est que lorsqu'ils s'arrêtent, la couleur qui domine après, c'est l'orange, c'est les horaires de jour. C'est-à-dire que des gens qui travaillent en alternant avec nuit vont repasser de jour, ou pas, mais rarement, finalement, vont aller dans une modalité de travail de nuit fixe ou d'alternance en nuit. C'est-à-dire qu'il y a une stabilité de ces schémas horaires au cours du temps. Et donc, je vais laisser la parole à Ève pour présenter plus en détail les différents profils de travail de nuit que nous avons identifiés. C'est Ève Bourcard qui nous rejoint. Bonjour à tous. Alors, à présent, je vais vous présenter dans un premier temps, en fait, j'ai déjà vous présenter la suite des résultats, parce que finalement, Stéphanie vous a donné l'eau à la bouche. Alors, c'est le premier résultat sur le premier volet. Sur le premier volet, sur le deuxième volet. Où il y a finalement un peu moins de précision concernant le travail de nuit. Et donc là, je vais vous présenter en fait les caractéristiques des différents travailleurs exerçant selon les différents profils d'horaire que Stéphanie a évoqués. Alors déjà, cette diapositive avec beaucoup de schémas, mais donc on va suivre les choses les unes derrière les autres. Et déjà savoir, mais qui sont les personnes qui exerçaient un travail de nuit fixe au moment de leur inclusion dans la cohorte Constance. Donc dans notre échantillon d'études, en fait, ça concerne un petit effectif, 875 personnes qui ont 42 ans en moyenne. Et on remarque en fait que plus de la moitié sont des hommes. Si on regarde au niveau des catégories socio-professionnelles, on se rend compte qu'il y a une forte proportion d'ouvriers. Et dans cette catégorie socio-professionnelle, on va retrouver surtout les travailleurs dans les secteurs industriels. Ensuite, on retrouve les employés. Dans ce secteur, on va retrouver les militaires, les policiers, les agents des services hospitaliers, les aides-soignants, par exemple. Chez les femmes, on aura un autre profil. On va retrouver principalement des employés, donc beaucoup des personnes au niveau du soin. Du soin, oui. Et puis, vous avez une autre proportion aussi importante, ce sont toutes les personnes qui se trouvent dans la catégorie profession intermédiaire, dans laquelle on va retrouver tous les personnels soignants, c'est-à-dire infirmières, sages-femmes, cadres hospitaliers, donc sont dans cette catégorie. Et puis, on remarque aussi un petit pourcentage de femmes présentes au niveau de la catégorie ouvrier, parce qu'en fait, c'est vrai que les femmes étaient interdites de travailler de nuit pendant longtemps et que cette interdiction a été levée, on va dire, plutôt récemment, puisque 2001, elles peuvent travailler de nuit dans les secteurs industriels. Voilà pourquoi on a un plus faible pourcentage au niveau des femmes. Donc, ces personnes qui travaillent en nuit fixe, elles ont démarré ce travail de nuit fixe en moyenne à l'âge de 31 ans. C'était un premier poste pour elles, pour un quart de ces personnes. Et si on regarde ensuite la répartition de ces personnes en fonction des différentes classes de durée cumulées sur leur carrière professionnelle de travail de nuit, on se rend compte qu'en fait, on a une proportion beaucoup plus importante d'hommes qui ont travaillé plus de 10 ans, comparativement aux femmes. Et puis, si on regarde aussi la proportion que tient finalement la durée cumulée de travail de nuit sur l'ensemble de la carrière, on constate quand même que c'est assez important, puisque plus de la moitié, finalement, ont travaillé de nuit fixe au cours de leur carrière professionnelle. Ensuite, qui sont les personnes qui exerçaient un travail alternant avec nuit au moment de l'inclusion dans la cohorte Constance ? Eh bien, nous avons 1200 sujets
environ, et qui sont âgés de 41 ans, avec toujours une forte proportion d'hommes, puisqu'ils représentent 2/3 de l'effectif. Si on regarde la répartition de ces personnes en fonction de la catégorie socio-professionnelle, en fait, on voit quelque chose d'identique au groupe précédent des travailleurs de nuit fixe. Si on regarde au niveau des femmes, en fait, on voit une forte proportion de professions intermédiaires dans lesquelles on retrouve tout le personnel soignant. Ces personnes qui travaillent en alternance avec nuit ont commencé à travailler, à faire cette alternance à 28 ans en moyenne. C'était un premier poste pour 1/3 de ces personnes. Et si on regarde la répartition de ces personnes en fonction des classes de durée de l'alternance avec nuit, c'est de la même façon. On constate que les hommes, la proportion d'hommes qui travaillent plus de 10 ans est beaucoup plus importante que la proportion de femmes. Si on fait là un calcul, on verra que l'on trouvera 55% des hommes qui travaillent plus de 10 ans et 34%, si je me rappelle bien, oui c'est ça, 34% des femmes qui travaillent plus de 10 ans. À remarquer que tout de même, ce travail en alternance avec nuit correspond à près de 60 à 70% de leur carrière professionnelle. Ça veut dire que ce sont quand même des personnes qui, quand elles travaillent dans ce type d'horaire, sont assez fidèles, continuent à travailler dans ce type d'horaire. Ensuite, vous avez donc les informations pour les alternances en nuit au moment de l'inclusion dans la cohorte Constance. Donc là, on a un peu plus de personnes dans notre population d'études, 3600 sujets qui ont en moyenne 40 ans. Et comparativement aux 2 profils précédents, finalement, dans ce profil d'horaire, on a un peu plus de femmes que d'hommes. Si on regarde la répartition de ces hommes en fonction de la catégorie socio-professionnelle, c'est très comparable à ce qu'on a pu voir sur les profils précédents, à peu près avec des pourcentages similaires. Si on regarde au niveau des femmes, cette fois-ci, on a un équilibre un peu plus franc entre les employés et puis les professions intermédiaires. Et c'est dans ce profil de poste aussi qu'on va retrouver, profil d'horaire, qu'on va retrouver le plus grand pourcentage de femmes, le plus fort pourcentage de femmes dans la catégorie des ouvriers. Pour ces personnes à l'alternance en nuit, ils ont démarré leur travail en moyenne à 28 ans et c'était un premier poste pour 30% des hommes et 41% des femmes. Et de la même façon, si on regarde la répartition de ces hommes et de ces femmes en fonction de classe, de durée, d'alternance sans nuit au cours de leur carrière, on constate que les hommes, en fait, la proportion d'hommes qui travaillent plus de 10 ans, donc plus longtemps, est plus élevée que celle des femmes. Et que ça représente malgré tout, même chez les femmes, une forte proportion par rapport à leur carrière professionnelle. Donc toujours tendance à se maintenir dans ce type d'horaire. Ensuite, vous avez donc ces personnes qui, au moment de l'inclusion dans Constance, travaillaient de jour, mais qui ont déclaré dans leur questionnaire avoir travaillé de nuit et ou en travail posté. Donc là, on est à peu près à 3700 sujets qui ont 47 ans en moyenne, donc un peu plus âgés que les profils précédents. On constate toujours une proportion d'hommes égale à 2/3 de l'effectif. Si on regarde les catégories socio-professionnelles, on retrouve les catégories que l'on avait vues précédemment, aussi bien chez les hommes et les femmes. Mais ce qu'on constate surtout, c'est que finalement, on a une plus forte proportion d'hommes et de femmes dans la catégorie des cadres et professions intellectuelles supérieures. Donc ces personnes qui travaillent de jour avaient démarré un travail de nuit ou travail posté en moyenne à l'âge de 26 ans. Et c'était un premier poste pour un petit effectif, puisque ça tourne autour de 10 à 15%. Ces personnes, pour celles qui travaillaient de nuit, en fait, ont travaillé peu de temps, je dirais, en tous les cas, en moyenne, moins de 5 ans, hommes et femmes confondus. Et puis, si on regarde finalement ce que représente chez ces personnes par rapport à leur carrière professionnelle, le nuit fixe, l'alternant avec nuit, alternant sans nuit, donc c'est le graphique que l'on voit en dessous, on constate que finalement, ça représente plutôt une petite quantité sur l'ensemble de leur carrière professionnelle, puisque ça tourne autour de, on va dire, 15% ou même inférieur à 15%. Et pour ces personnes, en moyenne, toujours en moyenne, elles ont arrêté de travailler de nuit depuis un petit moment, puisque c'est à peu près 14 ans.
Et puis, vous avez les personnes qui travaillent de jour. Donc là, c'est effectivement la majorité de l'effectif, puisqu'elles représentent 86% de l'effectif. Elles ont en moyenne 44 ans. Et dans cette catégorie, on retrouve une proportion légèrement supérieure pour les femmes par rapport aux hommes. Et quand on regarde les catégories socio-professionnelles, on se rend compte en fait qu'on a une forte proportion, on va dire, de cadres et de professions intellectuelles supérieures, puisque ça représente la moitié de l'effectif chez les hommes et un tiers chez les femmes. Donc pour ces personnes-là, là on a rajouté quelques données. Elles ont démarré leur travail depuis à peu près en moyenne 22 ans et elles ont travaillé jusqu'au moment de l'inclusion d'inconstance une vingtaine d'années. Voilà pour ce qui est du descriptif des différentes données. À présent, je vais vous présenter les résultats concernant les associations entre ces différents profils de postes que l'on vient de voir et certains facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Donc on retrouve sur ces graphiques les différents profils de poste que l'on a vus précédemment. Mais avant de de parler des facteurs de risque de maladies cérébro-cardiovasculaires ischémiques, je vais vous présenter les résultats pour le sommeil. Mais avant cela, je vais vous décrire un petit peu les graphiques pour une meilleure compréhension. Déjà, ce que l'on peut voir sur les graphiques, les petits points que l'on observe avec le chiffre situé en gras correspond à un odds ratio. Alors l'odds ratio, ça mesure en fait la force d'une association entre une exposition et un effet. Dans notre cas, ça sera entre ces différents profils d'horaire et l'effet mesuré, par exemple le sommeil. Et puis, donc si cet odds ratio est égal à 1, ça veut dire qu'on ne met pas en évidence d'association entre ce profil de poste et le sommeil. Vous avez de chaque côté de cet odds ratio donc un trait, qui représente l'intervalle de confiance. Si cet intervalle de confiance coupe l'axe que l'on voit désordonné à 1, qui correspond à un odds ratio égal à 1, on dira qu'il n'y a pas d'association entre le profil de poste et l'effet mesuré. Donc ici, le sommeil. Ou on peut dire qu'on n'observe pas d'excès de risque statistiquement significatif d'une modalité par rapport à une autre. Donc, en résumé, je dirais que si on note l'odds ratio et son intervalle de confiance qui se trouve à droite du schéma, ça veut dire que on a une association statistiquement significative. Et si c'est à gauche, on parlera... Donc, à droite, c'est plutôt un excès de risque et à gauche, un effet protecteur. Donc, qu'est-ce que l'on voit sur ces graphiques ? Tout d'abord, vous avez à gauche donc, les résultats concernant les problèmes de sommeil et à droite, les résultats concernant la durée de sommeil inadéquate. Alors, qu'est-ce que l'on observe déjà pour ce deuxième schéma de droite ? On constate en fait un excès de risque de troubles de quantité de sommeil, je dirais, qui est beaucoup plus important dans les différents profils de poste, en nuit fixe, alternant avec nuit, alternant sans nuit et jour avec passé de travail de nuit, travail posté, comparativement aux travailleurs de jour. Et on constate que l'effet est d'autant plus marqué parmi les travailleurs en nuit fixe. Si on regarde le schéma de gauche, en fait, on constate que chez les alternants avec nuit et les alternants sans nuit, on a un léger excès de problèmes de sommeil chez ces deux populations comparativement aux travailleurs de jour. Pour les jours avec un passé de travail de nuit, on retrouve également un excès de risque statistiquement significatif. En revanche, pour les travailleurs de nuit fixe, finalement, ils ne présentent pas plus de problèmes de sommeil que les travailleurs de jour. Donc, comme on le voit, on observe une association entre travail posté et sommeil. Et on sait, d'après la littérature, que le sommeil, et notamment un temps de sommeil beaucoup trop court, est une explication du lien entre le travail posté avec nuit et l'apparition de comorbidités métaboliques et cardiovasculaires. C'est pourquoi, dans la suite des résultats, en fait, on va vous présenter des odds ratios qui ont été analysés selon deux types de modèles statistiques. Donc là, vous avez les résultats pour le syndrome métabolique. Vous avez des odds ratios qui sont calculés dans un modèle partiel, c'est-à-dire qu'on calcule ces odds ratios en ajustant sur le sexe, en tenant compte du sexe, de l'âge, du niveau d'études, des antécédents cardiovasculaires.
Et dans le modèle complet, on tient compte de ces éléments sociodémographiques, mais en plus, on va tenir compte des facteurs relatifs à l'hygiène de vie. Et c'est dans ces facteurs que l'on va retrouver la qualité, la quantité de sommeil, que l'on va retrouver le tabac, la consommation de tabac, l'alimentation et l'activité physique. Donc, qu'est-ce que l'on observe? Tout d'abord, si on regarde les alternants avec nuit, donc la deuxième ligne, on constate en fait un excès de risque de syndrome métabolique qui est statistiquement significatif comparativement aux travailleurs de jour, puisqu'on compare toujours aux travailleurs de jour. Et on remarque que quand on tient compte des facteurs relatifs à l'hygiène de vie, eh bien, on a toujours cet excès de risque qui se maintient. Si on regarde pour les travailleurs en nuit fixe, en fait, on observe un excès de risque statistiquement significatif dans le modèle partiel, comparativement aux travailleurs de jour. Mais quand on tient compte des habitudes relatives à l'hygiène de vie, cet excès devient statistiquement non significatif. Il n'y a plus d'effet. En ce qui concerne les jours avec un travail de nuit, travail posté, eh bien, on observe un excès de risque dans les modèles partiels. Et comme les travailleurs de nuit fixe, on n'observe plus d'excès statistiquement significatif en tenant compte des habitudes relatives à l'hygiène de vie. Et pour les alternants sans nuit, eh bien, on ne met pas en évidence d'excès de risque de syndrome métabolique comparativement aux travailleurs de jour. Donc ensuite, on a décliné les différents paramètres qui constituent le syndrome métabolique en regardant un petit peu les résultats que l'on obtient. Donc pour l'obésité abdominale, ça fonctionne toujours un peu de la même façon. Donc on regarde pour les alternants avec nuit, on observe un excès de risque comparativement aux travailleurs de jour qui se maintient si l'on tient compte des habitudes relatives à l'hygiène de vie. Pour ce qui est des nuits fixes, alors qu'ils présentent un excès de risque par rapport au jour dans les modèles partiels, on observe que quand on ajuste sur les facteurs relatifs à l'hygiène de vie, l'excès devient non significatif. Et l'odds ratio diminue aussi, on voit, se rapproche de 1. Si on regarde pour les jours avec un passé de travail de nuit, travail posté, on observe un excès de risque qui reste statistiquement significatif en tenant compte des facteurs relatifs à l'hygiène de vie. Et pour les alternances sans nuit, on n'observe pas d'excès de risque d'obésité abdominale. En ce qui concerne l'hypertriglycéridémie, donc, on retrouve en fait le même schéma que précédemment. C'est-à-dire que chez les alternants avec nuit, toujours eux, on observe un excès statistiquement significatif par rapport au jour, qui reste quand on tient compte des habitudes des facteurs relatifs à l'hygiène de vie. Pour les nuits fixes, eh bien, toujours pareil, on observe quelque chose dans le modèle partiel qui devient non significatif dans le modèle complet. Et de même pour les jours avec passé de travail de nuit, de travail posté. Et nos alternances en nuit, eh bien, finalement, ne montrent pas d'excès d'hypertriglycéridémie par rapport aux travailleurs de jour. Après, on a refait toujours la même chose pour l'hyperglycémie et l'hypertension. Donc là, on a résumé, en fait, on a mis ces deux graphiques sur une même diapositive parce que finalement, il y a peu d'éléments. On observe un léger excès pour les alternants avec nuit, d'hyperglycémie et d'hypertension. On n'observe pas d'excès pour les nuits fixes comparativement au jour. Et ce que l'on peut remarquer surtout, c'est peut-être un excès qui est à la limite de la signification statistique pour les alternants sans nuit. Et puis le dernier paramètre, l'hypo-HDLMI. Alors là, pour celui-là, on a un schéma légèrement différent où on n'observe pas d'excès statistiquement significatif pour les alternants avec nuit, aussi bien dans le modèle partiel qu'en tenant compte des facteurs relatifs à l'hygiène de vie. Et puis le nuit fixe, lui, qui est significatif dans le modèle partiel et qui reste significatif lorsqu'on tient compte des facteurs relatifs à l'hygiène de vie. Et toujours à noter que pour les alternants sans nuit, on n'observe pas de risque particulier d'hypo-HDLMI. Vous me direz, ça fait beaucoup de résultats. Ça fait beaucoup de résultats. Ça fait beaucoup de résultats à digérer. Donc voilà, on a essayé quand même. J'aurais peut-être dû commencer par ça, finalement. On a essayé on a synthétisé les résultats des différents graphiques.
Et donc, vous avez dans ce tableau, en colonne, les différents profils d'horaire et en ligne, vous avez donc le syndrome métabolique et les différents paramètres qui le composent. Donc, en rouge, vous avez représenté les associations statistiquement significatives qui se maintiennent lorsque l'on ajuste sur les facteurs relatifs à l'hygiène de vie. En rose, ou rouge clair, on va dire, nous avons... de la même façon, les associations à la limite de la signification statistique et qui se maintiennent lorsque l'on tient compte des facteurs relatifs à l'hygiène de vie. Et puis vous avez, alors je ne sais pas si on voit très bien, mais en hachuré rouge, en fait, les associations qui sont statistiquement significatives uniquement dans le modèle partiel. C'est-à-dire que quand on ajuste sur les facteurs relatifs à l'hygiène de vie, ça devient non significatif. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de tout ça ? Déjà, si on regarde les alternants avec nuit, on remarque qu'il y a un excès de risque pour quasiment pour toutes les modalités. Alternant avec nuit, c'est quoi la définition Alternant avec nuit, eh bien, en fait, c'est des personnes qui ont répondu oui aux 2 questions de Constance, c'est-à-dire des personnes qui avaient travaillé la nuit pendant au moins 50 jours par an. Et puis l'autre question, c'était qui avait travaillé, qui n'avait pas dormi. Est-ce qu'ils faisaient un travail qui les empêchait de dormir pendant la nuit au moins 50 jours par an ? D'accord. Et puis qui ont dit oui à je suis en travail posté au moins 50 jours par an. C'est ça. C'est ça, voilà. C'était la jonction de ces 2 questions. Ouais. Et donc, quand on les croise avec les différents paramètres mesurés, eh bien, on se rend compte qu'on observe des associations statistiquement significatives ou à la limite de la signification statistique, même en tenant en compte, en prenant en compte les facteurs relatifs à l'hygiène de vie. C'est-à-dire qu'en fait, ces facteurs de l'hygiène de vie ne modifient pas l'association entre le fait d'être alternant avec nuit et ces différents paramètres. Donc, on a l'impression en fait que ces modèles veulent dire que il pourrait y avoir un effet propre du travail de nuit sur ces différents paramètres. Ça ne passe pas. Donc il vous semble qu'il pourrait y avoir un effet propre du travail de nuit sur ces paramètres. Et donc là, on parle du syndrome métabolique, de l'obésité abdominale. Voilà. Hypertriglycéridémie. Exactement. Effectivement. Voilà. On a l'impression... Et pour le rose qui est en dessous, c'est un peu moins... C'est à la limite de la signification. À la limite de la signification, d'accord. Voilà, ça devrait être un peu confirmé. Mais on a l'impression que ça ne passe pas. On a l'impression, ça reste encore à confirmer sur d'autres modèles statistiques, mais que ça ne passe pas nécessairement par le sommeil, par tous ces éléments. Si on regarde pour les jours avec un passé de travail de nuit, passé travail posté, donc on voit que pour certains paramètres, eh bien, on a plutôt une association qui semble être plutôt directe, comme l'obésité abdominale ou l'hypo-HDLMI, et d'autres qui semblent être plus relatifs, plus passés par les facteurs relatifs à l'hygiène de vie. Si on regarde les nuits fixes, on a pour l'hypo-HDLMI effectivement quelque chose. Donc nuit fixe, ça veut dire voilà, j'ai un travail la nuit. Oui, voilà. Je travaille de nuit fixe et je ne fais pas de poste en alternance. Ils ont répondu à ces 2 questions-là. Et donc on observe donc un excès qui se maintient lorsqu'on ajuste sur les facteurs relatifs à l'hygiène de vie pour l'hypo-HDLMI. Et pour les autres paramètres, eh bien, il semble que finalement cette association passe plutôt par les facteurs relatifs à l'hygiène de vie. Et peut-être que ça pourrait être, mais ça laisse encore, ça demande à être confirmé, passer par le sommeil. Et comme on l'a vu précédemment, peut-être par une quantité de sommeil inadéquate. Parce qu'on avait vu que justement pour les nuits fixes, on avait une forte association entre le sommeil, une durée de sommeil inadéquate et puis le fait de travailler en nuit fixe. Et puis nos alternances en nuit, finalement, qui ne montrent pas, en tous les cas dans cette étude, qui ne montrent pas d'excès statistiquement significatif. Alors, c'est vrai que c'est une étude qui peut avoir, qui peut-être n'a pas une définition très précise du travail de nuit, mais tout de même... C'est le premier volet, en tout cas. C'est le premier volet. Oui, merci de rajouter ça. Effectivement, ce premier volet, mais ça nous amène quand même des éléments de compréhension complémentaires aux études existantes, puisque finalement, ce qu'on reprochait beaucoup aux études épidémiologiques, c'est de ne pas pouvoir faire la distinction entre travail de nuit posté. Donc nous, on a essayé de voir un peu plus clair dans tout ça, en distinguant les nuits fixes, les alternants avec nuit, les alternants sans nuit.
Après, en tenant compte aussi des facteurs relatifs à l'hygiène de vie, grâce à vraiment toutes les informations que l'on retrouve dans la cohorte Constance, il y a beaucoup d'informations qui nous permettent justement de tenir compte des facteurs potentiels de confusion. On remarque dans nos résultats un effet vraiment marqué chez les alternants avec nuit. On peut dire aussi qu'on observe des résultats en faveur d'un lien entre travail de nuit et dyslipidémie, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec hypertriglycéridémie, HDLMI, hypo-HDLMI et puis cholestérol où on retrouvait, en fait je ne l'ai pas montré, mais où on retrouvait un excès de risque de cholestérolémie, d'hypercholestérolémie chez les travailleurs alternants avec nuit. Et c'est vrai que dans l'expertise de l'ANSES, finalement, au moment de l'expertise, les études épidémiologiques ne permettaient pas vraiment d'avoir de conclusion. Et donc, on a l'impression que finalement, on observe tout de même un lien. Et récemment, donc, est sortie une méta-analyse d'études épidémiologiques qui ont été réalisées sur le travail de nuit et la dyslipidémie et qui montrent un lien aussi entre le travail de nuit et avoir finalement des problèmes au niveau des marqueurs lipides sanguins. On ne montre pas d'éléments concluants concernant un lien entre le travail de nuit et l'hypertension. Un petit peu, finalement, c'est ce que disait le rapport ANSES, d'expertise collective. Donc ça va un peu dans le même sens. Et un point aussi important, c'est qu'on ne met pas en évidence de risques particuliers chez les travailleurs alternants sans nuit. Donc pour conclure, je dirais que finalement, ces premiers résultats nous montrent quand même qu'un suivi renforcé des travailleurs de nuit fixes et alternant avec nuit est tout à fait justifié sur le plan cardiovasculaire. Il faut suivre cette population. Mais ce que l'on peut dire aussi, c'est que finalement, un suivi régulier des travailleurs ayant un passé incluant la nuit doit également se poursuivre, même s'ils travaillent de jour, puisqu'on observe quand même des éléments. Et puis, ces premiers résultats nous montrent aussi l'intérêt de pouvoir poursuivre dans ces analyses-là, puisque en fait, on n'a pas encore tout à fait terminé, et de poursuivre dans l'étude cas témoins nichée dans la cohorte Constance, comme vous le disiez avec Stéphanie, qui nous permet d'avoir un recueil beaucoup plus précis des informations sur le travail de nuit. Je ne vais pas redire, mais effectivement, c'est ce dont on a parlé aussi un peu pendant toute cette journée, avoir une précision sur le nombre de nuits successives travaillées, du nombre de repos, du sens de rotation, toutes ces choses-là qui, j'espère, apporteront de l'eau au moulin, avec bien sûr des compléments d'information sur le chronotype, et on a vu ô combien c'était important, sur le sommeil. Tout ça dans le but d'essayer d'étudier plus précisément le lien entre travail de nuit et maladies cérébro-cardiovasculaires ischémiques. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Regardez, Stéphanie Boigny, venez nous rejoindre. Stéphanie Boigny, venez avec nous pour qu'on puisse profiter de votre expertise à toutes les deux. Alors, on a eu pas mal de questions, encore une fois, et on vous demande, par exemple, si je comprends bien, l'hygiène de vie semble peser de manière considérable dans cette étude. Alors, oui. Stéphanie Boigny. Alors oui, c'est vrai que l'idée de cette étude et des modèles qu'on a réalisés, c'est de pouvoir étudier précisément finalement le poids de chaque facteur qui peuvent effectivement déterminer les maladies cardiovasculaires, le travail de nuit, mais également le sommeil, l'activité physique et l'alimentation. Alors c'est vrai que quand on analyse donc le fait de travailler de nuit en lien avec nos facteurs de risque cardiovasculaires et qu'on tient compte donc de ces facteurs de sommeil, d'activité physique ou d'alimentation, on voit que dans certaines modalités, donc la nuit fixe en particulier, on voit qu'une fois ajusté sur ces facteurs-là, l'effet ne semble plus être... le travail de nuit ne semble plus agir sur la survenue de ces troubles métaboliques et que finalement, c'est ces facteurs donc, de sommeil, d'activité physique et d'alimentation qui ont un poids majeur. Ce qui n'est pas le cas pour le travail de nuit alternant avec nuit, où on voit que là, même en tenant compte de ces facteurs-là, il reste toujours un excès de risque qui peut s'expliquer par le travail de nuit alternant. Donc ça veut dire que finalement, dans le cas des alternants avec nuit,
Les deux sont importants, le sommeil, l'alimentation, l'activité physique par exemple, mais aussi dans les modalités d'organisation du travail de nuit, et notamment, on l'a vu, les différents types de rotation, la vitesse de rotation, le sens de rotation, sont des éléments pour lesquels on ne peut pas apporter de réponse aujourd'hui, puisqu'on sait que c'est de l'alternant avec nuit, mais on ne sait pas si c'est du 3-8, on ne sait pas si c'est du 2-12. Donc on peut pas, on n'a pas plus d'éléments précis sur les caractéristiques de cette exposition. Mais en tout cas, on voit que l'idée de pouvoir préciser l'ensemble des relations et le rôle de chacun des facteurs dans cette survenue de maladies cardiovasculaires permet de cibler des actions de prévention. C'est-à-dire que si on identifie un effet propre du travail de nuit, alors on sait qu'il faut agir sur cette modalité d'organisation précisément. Si on voit que c'est d'autres facteurs comme le sommeil ou l'alimentation, alors on sait qu'il faut aussi orienter sa prévention sur ces aspects-là en priorité. Donc c'est pour aider finalement en essayant de placer chaque facteur à sa place, on va dire, dans le lien entre dans tous les facteurs qui peuvent expliquer la survenue des maladies cardiovasculaires en particulier. Les résultats en faveur d'un lien entre travail de nuit et dyslipidémie ne seraient-ils pas liés à une désynchronisation des horloges? Oui, alors, Stéphanie Boigny. Oui. C'est compliqué. L'épidémiologie, en fait, ne répond pas à la question des mécanismes. Voilà, c'est ça. Là, c'est oui. On entrerait dans les mécanismes. Là, nous, on reste à la surface des mécanismes. C'est ça. On montre un effet et ensuite, si on prouve un effet, il faudra aller chercher le mécanisme. Oui. Exactement. Il faut mettre en place, après, effectivement, des études expérimentales. C'est vraiment l'objectif. C'est-à-dire que nous, on se base sur les hypothèses. On l'a vu au cours de la journée. Il y a différentes hypothèses, mécanismes qui peuvent expliquer la survenue des dyslipidémies en particulier. Mais c'est vrai que l'épidémiologie, elle se place à un niveau un peu plus macro. On regarde effectivement s'il y a un lien, et une fois qu'on met en évidence un lien, effectivement, on peut mettre en place des études expérimentales pour vérifier telle ou telle hypothèse. C'est pour ça que finalement, quand on fait une étude épidémiologique, on essaye de prendre en considération un petit peu toutes sortes de paramètres pour voir un petit peu la part de chacun dans l'arrivée du phénomène de santé, en fait. On demande aussi, par exemple, l'hyper-HDLMie est-elle protectrice? Là aussi, on entre dans les mécanismes, je suppose. Oui. Bon, on ne l'a pas étudié. Alors, qu'est-ce qui fait que... parce qu'on a déjà des résultats quand même sur le cancer, on a des résultats sur l'obésité, et puis sur les maladies cardiovasculaires, ça vient plus tard. Qu'est-ce qui fait que... finalement, on n'a pas encore de résultats très tangibles sur un sujet comme celui-là? Alors, je pense qu'il y a il y a pas mal de choses qui ont déjà été faites. Sur les cancers, on ne sait pas tout non plus. C'est vrai que on sait un certain nombre de choses, certaines pathologies plus que d'autres. Quand on se place du point de vue de la recherche, il y a toujours des choses finalement à préciser, à expliciter. Après, je pense qu'il y a tellement de facteurs aussi qui sont à l'origine de ces maladies. Ça peut être une raison, mais enfin, les autres maladies sont aussi plurifactorielles. Donc, Absolument. En tout cas, on voit à quel point ce phénomène du travail de nuit est complexe. C'est un phénomène qui est complexe en lui-même, qui entre dans des mécanismes même complexes. La recherche, du coup, elle-même est complexe pour essayer de comprendre les causes, les effets, les mécanismes. Effectivement, ça demande encore beaucoup de travail et vous êtes là pour ça. Et voilà, on attend vos résultats de pied ferme, là, dans 3 ans. Les résultats sur le deuxième volet, le volet plus précis, je dirais, sur cette relation entre les travails de nuit, les types de travail de nuit, et puis les maladies cardiovasculaires. Alors on peut peut-être signaler qu'en parallèle des travaux qu'on mène donc, sur les maladies cardiovasculaires, il y a une équipe INSERM aussi qui travaille justement sur les liens entre travail de nuit et cancer. Donc ils utilisent également la cohorte Constance. En fait, on a construit avec eux le questionnaire d'exposition au travail de nuit. Et donc, on mène finalement en parallèle des études similaires. On s'intéresse au cardiovasculaire, eux s'intéressent au cancer. Donc voilà, il y aura probablement d'autres pathologies pour lesquelles on pourra venir, enfin pas nous, mais venir échanger. Parfait.
d'ici quelques temps. Excellent, excellent. Donc, le travail est en cours et puis voilà, la connaissance, évidemment, avance et grâce à votre travail. En tout cas, je retiens que voilà, ces résultats préliminaires vont dans le sens de la nécessité d'un suivi renforcé des travailleurs de nuit, de certains travailleurs de nuit sur le plan cardiovasculaire. Merci infiniment Stéphanie Boigny et Ève Bourcard d'avoir été avec nous.